Hello hello, salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live du 11 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui il fait beau, je vois qu'il fait très très beau dehors. Pour ceux qui, comme moi, ne travaillent pas le lundi, profitez, allez vous promener, je pense que ça fait du bien. Et puis, on va commencer sans tarder les news de la semaine, comme on fait d'habitude. Et pour commencer, je vais commencer par une petite news dont j'avais parlé dans la semaine passée, qui était la sortie prochaine de Linux Mint 21. Donc, je vais vous afficher ça à l'écran. Voilà. Donc, la version de Linux Mint, la version 21 de Linux Mint, nom de code Vanessa. Comme vous le savez sans doute, ou pas d'ailleurs, tous les noms de code des versions de Linux Mint portent un prénom féminin et qui se termine toujours en A. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est Vanessa qui s'y colle. Donc, comme je le disais la semaine dernière, chaque nouvelle version majeure de Linux Mint en fait se base systématiquement sur la précédente version LTS de Ubuntu. Donc la version 22.04 devant sortir ce mois-ci, vers la fin du mois, normalement, fin du mois d'avril, j'ai plus la date exacte en tête, mais ça devrait sortir incessamment sous peu, sera une LTS, donc long term support, ce qui implique qu'elle aura un support étendu jusqu'à 5 ans, et toutes les versions majeures de Linux Mint s'appuient systématiquement sur des long term supports d'Ubuntu. Donc elle s'appuiera donc sur la Ubuntu 22.04 et évidemment, vu que c'est une version majeure, un certain nombre d'améliorations, de nouveaux packages, etc. qui vont venir avec cette version. Et ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que un des gros sujets sur l'évolution de Linux Mint, c'est le système d'upgrade. Apparemment, alors j'ai pas encore testé la version bêta, puisque là ils viennent d'annoncer Linux Mint 21 en version bêta, mais je l'ai pas encore testé. Apparemment, il y a un système d'upgrade qui a été totalement refondu et qui va permettre de faire plutôt des mises à jour, un upgrade vers la version supérieure qui soit un peu plus fin et peut-être, je ne vais pas dire mieux maîtrisé, parce que j'ai jamais eu de problème avec le système d'upgrade de Linux Mint, mais apparemment il propose quand même un certain nombre d'améliorations, dont notamment une simulation d'upgrade, etc. Plusieurs petits outils qui viennent avec. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, à découvrir. Donc comme d'habitude, cette version de Linux Mint va venir avec tous les bureaux classiques, donc l'environnement Mate que moi j'utilise, qui est finalement un fork de l'historique GNOME 2, qui moi me convient parfaitement. Il y aura la version évidemment en XFCE, la version GNOME qui s'appelle Cinnamon, etc. Donc il y a plusieurs versions disponibles, donc là-dessus pas trop de surprises. Évidemment, les versions, vu que c'est une version majeure, les versions de bureau passeront aussi en version majeure. Et ces versions majeures, on peut notamment parler de la version de GNOME qui est, je crois, la dernière sortie, la GNOME 42, qui amène énormément d'améliorations sur le bureau, sur tout ce qui est thème sombre, thème clair, qui apporte aussi GTK4 complètement, c'est-à-dire qu'un grand nombre d'utilitaires de l'environnement GNOME ont été comment je dirais, migrés vers le toolkit GTK4. Donc c'est une migration qui date, qui dure depuis un petit moment, parce qu'il faut le temps que le toolkit soit arrivé, que les gens se l'approprient, que tous les utilisateurs y passent. Donc voilà, GNOME 42 apparemment est une version assez majeure, là pour le coup, au niveau de l'environnement de bureau. Voilà. Donc, alors, Titi, tu me dis, alors j'ai un bon souvenir de Mint, mais c'est pas difficile d'être avec des packages suffisamment à jour pour du dev. Non, non, c'est pas difficile. Pour la simple et bonne raison, c'est que Linux Mint s'appuie totalement sur l'Ubuntu, donc sur un Ubuntu LTS, mais rien ne t'empêche, toi, de changer tes dépôts de base de l'Ubuntu et de migrer progressivement sur les versions intermédiaires. Bien évidemment, si tu fais ça, tu prends le risque potentiellement de casser des choses, ou comme fait d'ailleurs Ubuntu, hein, les versions intermédiaires entre deux LTS, souvent il peut y avoir quelques packages qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, bon, on sait ce que c'est, hein.
c'est pas d'ailleurs spécifiquement lié à Linux, hein. D'ailleurs on le voit aussi sous Windows, entre Windows 10 et Windows 11, des trucs qui marchent moins bien parce que qui dit version d'imageur dit que bah il peut y avoir des problèmes. Mais effectivement, comme tu le dis, on peut perdre le train de Mint. Pas nécessairement, je connais des gens qui le font et du coup qui sont pas réellement entre guillemets en rolling release. Pour ça, il y a Linux Mint Debian Edition qui est plus une rolling release, mais qui te permet de pouvoir te raccrocher très régulièrement aux différentes versions d'Ubuntu. Et de toute façon, tu peux aussi t'appuyer sur tout ce qui est PPA, tous les PPA qui peuvent exister pour Ubuntu et pour différentes versions d'Ubuntu, et notamment il y a de nombreux PPA de backport qui te permettent d'avoir quand même des paquets récents pour tes distributions. Donc, sachant que une distribution majeure d'Ubuntu, corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'il en sort une tous les 18 mois. Donc, me semble-t-il, hein. Donc, globalement, ça pose pas de problème. Moi, en tout cas, dans mon utilisation quotidienne, parce que moi, sur mon desktop, j'utilise Ubuntu de façon quotidienne sur toutes mes machines, j'ai jamais eu réellement de problème de package pas à jour. J'ai toujours trouvé soit des packages à jour directement dans la distribution, soit sur des dépôts de backport ou des PPA qui étaient disponibles pour pouvoir installer des debs. Donc voilà. Là-dessus, moi j'ai pas trop de problèmes. Certains utilisateurs peuvent aussi avoir des problèmes parfois sur certains packages ou certains kits de développement ou langage ou autre, c'est possible. Moi, j'ai une approche qui est peut-être différente de beaucoup de développeurs. Il y a beaucoup de développeurs qui aiment bien avoir systématiquement exactement la dernière version du SDK sur leur machine ou de tel ou tel langage, etc. Moi, j'ai une approche qui est plutôt précautionneuse par rapport à ça. J'installe très rarement tout de suite les dernières versions. Par exemple, s'il y a une dernière version de Docker qui sort, etc., etc., je ne vais pas forcément l'installer tout de suite. Je vais laisser ça maturer quelques temps, quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre de mes usages, de mes besoins. Et puis ensuite, je l'installerai sur ma machine. Et le plus souvent, si vraiment j'ai besoin de packages très très particuliers, il m'arrive sur ma machine d'avoir des machines virtuelles avec Virt Manager qui me permet éventuellement d'avoir une sous-distribution qui fonctionne en virtuel dans ma machine et donc d'avoir accès au soft dont j'ai besoin si c'est nécessaire. Donc, en tout cas, en termes d'approche par rapport à l'environnement bureau et l'expérience utilisateur, je préfère nettement Linux Mint que Ubuntu parce que j'ai jamais adhéré à leur bureau depuis qu'ils l'ont totalement refondu avec une approche bureau type macOS. Salut René, j'ai plus de mal avec cette approche. Et je trouve que l'environnement bureau type GNOME 2, donc l'environnement maté, me convient très très bien pour un usage quotidien. Après, les bureaux, c'est comme les goûts et les couleurs. Chacun a son avis là-dessus. Il y a des gens qui vont utiliser i3, d'autres qui vont utiliser GNOME, d'autres KDE, d'autres qui vont essayer de trouver le bureau qui ressemble le plus possible à Windows ou à Mac. C'est pour ça qu'il y a une pléthore de bureaux disponibles. Je pense qu'en termes de bureaux, c'est pas trop là qui est trop la bataille. Et effectivement, Thierry, comme tu dis, c'est surtout sur le suivi des packages. Est-ce que les packages qu'on va avoir à disposition vont être régulièrement mis à jour? Et donc, pour finir de répondre à ta question, Thierry, tout ce qui est navigateur, browser et logiciels un peu importants dans l'écosystème aujourd'hui sont tenus à jour très 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 longtemps par Linux Mint. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'une nouvelle version de Firefox ou de Chrome, enfin Chromium là pour le coup sort, le lendemain on a la dernière version disponible sur Linux Mint et globalement presque quelle que soit la version. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà pour ça. Donc Linux Mint, affaire à suivre. Moi je vais essayer peut-être dans les prochains jours de l'installer dans une VM, donc en Linux Mint 20, et de tester le système de migration pour passer vers Linux Mint 21. Ça me permettra de simuler, de voir ce que apporte le nouveau système de migration. Et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon, en général, dès que la version de Mint majeure ou une version mineure sort, en général, il ne faut pas très longtemps pour upgrader derrière. Donc, sachant que tout est backupé chez moi, et généralement les upgrades, franchement, se passent très très bien. J'ai jamais eu aucun problème pour migrer un nombre conséquent de machines, qu'elles soient physiques ou virtuelles, vers les versions supérieures de Mint. Voilà, deuxième news que j'avais vu passer la semaine dernière, peut-être que certains et certaines d'entre vous l'avez vu passer, c'est que Nvidia vient de réaliser un de ses pilotes, je vais vous l'afficher là, un de ses pilotes en open source. Alors j'ai été très très interpellé sur le moment par
par cette touche, je me suis dit ah tiens, ça y est, Nvidia libère enfin le code de son pilote en open source pour Linux, etc. En fait, oui, non, pas du tout. C'est pas le pilote standard de Nvidia qui a été réalisé en open source, mais ont été réalisés en open source des pilotes pour la plateforme Jetson L4T. Donc c'est du Tegra. Et donc apparemment, alors la plateforme Linux for Tegra, donc L4T, c'est une plateforme donc essentiellement à base d'ARM avec un certain nombre de GPU qui sont dédiés pour cette plateforme, et Nvidia propose un certain nombre de cartes qui sont utilisées essentiellement pour faire soit de l'embarqué, soit me semble-t-il pour faire des applications à base d'intelligence artificielle, réseau de neurones, etc., etc. Et donc, apparemment, jusqu'à présent, tout ce qui était lié au GPU sur ces plateformes-là était toujours en closed source, comme le pilote NVIDIA classique qu'on peut retrouver sur n'importe quel Linux. Et apparemment, là, ils viennent d'ouvrir ce pilote en open source. Et il semblerait, d'après ce que disent Phoronix, qui a déjà étudié la question, qui a déjà plongé dedans, c'est qu'il y a un certain nombre voilà, dans les copyrights là, que je vous affiche à l'écran, il y a un certain nombre de choses qui semblent être du code commun avec leur pilote closed source pour Linux standard, qui se retrouve dedans. Donc peut-être que est-ce un premier pas de Nvidia vers la libération de son pilote pour ses GPU sur les environnements Linux non Tegra, je ne sais pas, mais possible. Ce serait une excellente nouvelle parce que ça fait quand même des années, et le mot est faible, presque 20 ans qu'on attend que Nvidia fournisse au moins les specs de ses GPU, si ce n'est au moins le code source de son pilote. Donc c'est peut-être une affaire à suivre. Et donc ce qui est mentionné notamment dans l'article de Phoronix, c'est que ce pilote ne se passe pas du tout sur le pilote nouveau, qui est le pilote open source, une réimplémentation open source donc pour piloter les GPU Nvidia dans le noyau Linux. Donc c'est vraiment un pilote qui est purement et simplement un pilote qui vient d'Nvidia, qui n'est pas basé sur le pilote nouveau, et donc c'est du développement interne, et qui se base en partie sur le pilote closed source des cartes Nvidia qu'on peut utiliser pour faire du gaming sur Linux, enfin du gaming ou autre chose d'ailleurs. Donc voilà. Donc, comme tu dis Thierry, je suis optimiste et je n'y crois pas une seconde. C'est un peu comme les élections présidentielles hier. Je n'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Donc on verra si Nvidia fait marche arrière ou continue dans ce sens, et que peut-être qu'un jour on aura un vrai pilote open source qui tient la route comme le fait AMD, donc avec toutes les cartes qui vont avec, qui eux proposent des pilotes open source là pour le coup. Et de bon niveau apparemment, même si moi je suis pas réellement gamer et que j'ai pas un gros usage d'accélération graphique 3D, mais il semblerait quand même que les pilotes de Radeon, tout ça, sont plutôt de bon niveau. Voilà. Autre news suivante. Je vais vous afficher ça, si ça marche. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, mince. Attendez. J'ai un petit souci avec mon lien. Alors, toc. Ah, ça, c'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, je vais rechercher dans mon marque-page. Voilà. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, petite news suivante, c'est pas vraiment une news d'ailleurs, je suis tombé là-dessus sur un article qui m'a envoyé cette vidéo, donc je vous l'affiche. Pour ceux qui font de l'embarqué, donc qui font pas mal d'Arduino, donc tout ce qui est basé sur les microcontrôleurs de type ATmega, on se pose souvent la question, puisqu'on a dedans accès, il y a une EPROM qui contient le code qu'on doit exécuter, puis il y a une EPROM qui est disponible pour des usages génériques pour stocker des datas lorsqu'on coupe le courant et qu'on remet le courant, donc pour avoir stocké les données de l'application directement dans les l'EPROM. Et donc il y a toujours la grande question de se dire, c'est combien d'écritures on a le droit de faire avec une EPROM. Est-ce qu'on peut réécrire cette EPROM 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois? Et donc il y a quelqu'un, le compte Another Maker sur YouTube, qui a fait le test, qui a écrit un petit programme pour écrire
256 fois, enfin les 256 premières valeurs, premiers entiers sur les proms, et d'écrire et de lire cette EPROM systématiquement en boucle jusqu'à ce que ça échoue. Et donc, il a fait une petite vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est peut-être un peu fort. Voilà. Et donc, il a fait le test de pouvoir de voir combien de fois on est capable d'écrire dans une EPROM. Donc, voilà, j'arrive vers la partie du programme. Donc, globalement, le programme est très simple, hein. Il fait une boucle dans laquelle il écrit les 256 premiers entiers sur les proms, et ensuite il lit les proms, et si il trouve quelque chose qui est différent, c'est que les proms, elle a échoué, et que on a trouvé à peu près le nombre de fois où on peut écrire globalement dans les proms. Donc c'est un petit programme simple, le gars a essayé à griller quelques Arduino pour pouvoir le faire. Donc voilà, bon, il passe sur toutes les étapes, l'upload du programme, l'exécution, etc. Et donc au bout d'un certain temps, donc je vais vous amener directement sur la fin, il s'est retrouvé avec un résultat qui est assez intéressant, qui est un résultat de 5 600 000 écritures possibles sur les proms. Donc c'est pas une valeur absolue, ça veut pas dire que chaque EPROM de chaque Arduino va écrire à peu près exactement le même nombre faire exactement le même nombre d'écritures, mais c'est une valeur globalement à peu près moyenne. Donc on peut se dire qu'on est capable de lire sur un Arduino assez classique, à peu près n'importe quel ATmega, à peu près on peut écrire 5 millions de fois dessus, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je m'attendais pas à un tel résultat, sachant que souvent les EPROM qui sont dedans, c'est pas censé être quand même du matériel qui est, j'ai envie de dire, conçu pour durer des millions d'années. Donc ça reste quand même, les ATmega sont des microcontrôleurs qui sont certes très éprouvés, mais qui sont quand même très bon marché. Donc on pourrait se dire que en prenant cette base de réflexion, que l'ATmega enfin l'EPROM de l'ATmega aurait une durée de vie qui soit assez courte. Et donc contre toute attente, en tout cas la mienne, on voit qu'on est capable d'écrire longtemps dessus, et beaucoup. C'est quand même pas inintéressant. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question, notamment sur mes imprimantes 3D qui sont des RepRap. Je m'étais dit, à chaque fois qu'on utilise une RepRap, le firmware, souvent on peut stocker un certain nombre de paramètres dedans, il stocke pas mal de choses, et je m'étais dit, tiens, au bout d'un moment, peut-être qu'un jour, une de mes RepRap va merder, parce que à force d'écrire dans les proms, ça va finir par l'user, et puis ne plus fonctionner. Donc voilà, donc c'était juste pour vous partager ça. Je vous partagerai le lien, de toute façon, tous les liens que je vous montre aujourd'hui, comme d'habitude, je les partagerai sur le replay YouTube. Je vous mettrai tous les liens, dont cette vidéo. Vous verrez, c'est très rapide, hein, ça dure 2 minutes 45, donc en plus ça peut se voir en accéléré. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme test, et effectivement je me serais pas vu faire le test parce que j'ai pas envie de cramer un Arduino, aussi peu cher soit-il, pour faire ce genre de truc. Donc il y a quelqu'un qui l'a fait à notre place, donc c'est parfait. Voilà pour ce sujet, et on va passer au sujet suivant. Donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs peut-être, en tout cas certains et certaines l'ont vu hier. Hier c'était mon anniversaire, et oui. Et donc il y a l'excellent Frédéric Blanc qui m'a fait un super tweet en référence aux petites infos du jour que je poste tous les midis. Et donc je trouvais ça super sympa. Donc merci Fred, j'ai vraiment apprécié ce petit tweet en format la petite info du jour. Donc hier j'ai eu 46 ans. Oui, on rajeunit pas bonhomme, hein, comme on dit. Mais bon, je sais que dans notre chat, il y en a quelques-uns qui sont bien plus âgés que moi. Hein, Thierry, si tu m'entends. Non mais blague à part, donc hier j'ai fêté mon anniversaire, c'était une journée bien sympa, donc qui tombait pile poil au milieu des élections, mais bon, je dirais pas que c'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai eu, surtout vu le résultat. Comme je disais tout à l'heure, hein, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais du coup, j'ai passé une journée très très sympa avec ma compagne, voilà. Et puis hier soir, on s'est fait le petit repas d'anniversaire qui va bien. Et puis j'ai eu un petit cadeau que je vais vous montrer là tout de suite ici. Alors les makers qui sont déjà, qui sont notamment dans le, qui sont
notamment chez Calm, comme à la maison de chez Thierry, donc que ce soit sur le Discord ou que ce soit sur Twitter, etc. Je pense que ça va vous intéresser. Donc c'est un petit cadeau pour Maker. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous l'ouvrir devant vous. C'est ceci. Donc c'est un Pet Toy. Et Pet Toy, qu'est-ce que c'est une sorte de chat robotique. Donc je vais vous afficher ça à l'écran, parce que ce sera quand même plus simple. Voilà. Le temps que ça charge. Alors leur site, il est super lent. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis, c'est hébergé un petit peu... voilà, c'est une erreur survenue. Donc leur site n'est pas super bien hébergé. Mais par contre, alors, si ça veut charger un jour, c'est pareil, ça c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit chat robotique que vous voyez à l'écran là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous afficher ça à la cam. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, donc c'est un petit chat robotique basé sur un Arduino avec gyroscope et tout ça à l'intérieur. Il est totalement articulé. Donc c'est avec son squelette qui est en bois découpé au laser. Et donc c'est un petit kit à monter que ma compagne m'a offert. C'est un de mes cadeaux d'hier et sur lequel je vais m'amuser, je pense. Donc je suis allé sur le site. Donc s'il veut bien charger un jour, je pense qu'on va, je pourrais vous montrer quelque chose. Je suis peut-être sur l'autre lien. Alors ne bougez pas. Ah, ça n'a pas l'air de charger. Ah, voilà. Donc je vais vous afficher ça à l'écran. Voilà. Donc je suis allé directement sur le site de la doc. Donc c'est un truc chinois, hein, comme un kit chinois comme on en trouve d'habitude. Donc eux, ce qu'ils vendent, ce sont des kits d'animaux robotiques, donc basés sur des Arduino, et donc qui sont à monter. Et évidemment, on peut faire pas mal de petites choses dessus. C'est livré avec, une fois qu'on l'a monté et qu'on l'a flashé, avec une petite télécommande, mais il y a aussi toute une API qu'on peut piloter à l'aide d'un adaptateur Bluetooth par une liaison série, et puis donc faire marcher l'animal, le faire sauter, le faire courir, etc. Donc pareil, je vous mettrai le lien vers Petoys. Et donc ils font un chat et un chien, de ce que j'ai compris. Je sais pas si j'ai pas trop regardé s'ils ont d'autres produits. J'ai pas encore eu le temps de plonger vraiment à fond sur le sujet. Et donc, par contre, la doc est vraiment plutôt bien faite. Donc, si on va sur Nibble, alors le chat robotique s'appelle Nibble, nibble.petoy.com. Vraiment, la doc, j'ai regardé ça très rapidement ce matin. La doc est super bien faite. Je pense que c'est vraiment très orienté pour les débutants et pas. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde et notamment, je pense, pour tout ce qui est enfant ou adolescent. C'est quelque chose qui pourrait fortement les intéresser pour s'initier un petit peu à la robotique, à la programmation. Voilà, ça a l'air d'être d'assez bonne facture, tout ça. Alors, je vous le dirai quand je l'aurai monté. Et la doc est vraiment très très bien faite. C'est plutôt une bonne surprise parce que souvent on va sur un site chinois obscur, on télécharge un .zip sur un AWS quelconque et on récupère un PDF à moitié chinois sous-titré en japonais, sous-titré en anglais. Donc là pour le coup c'est bien expliqué. Voilà. Donc il y a toute la partie unboxing qui est expliquée avec toutes les pièces qu'on doit avoir, la partie assemblage de la structure, donc qui est aussi très bien documentée avec les warnings quand il faut, etc., les types de composants, à quoi ils servent, comment les brancher, avec en face la partie du code qui est correspondante. Ensuite il y a toute la partie configuration, donc configuration de l'IDE Arduino et du code pour pouvoir flasher et piloter le petit animal. Voilà, avec les librairies qui sont nécessaires. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était, pour une fois, extrêmement bien documenté, ce qui est quand même une bonne surprise. Et puis, ça a l'air d'être plutôt sympa comme animal. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour monter tout ça. Il faut que je me trouve le petit créneau qui va bien. Alors ce sera peut-être pas cet après-midi parce que Fabien qui est dans le chat, il le sait bien, j'ai encore deux, trois petites choses à finir pour le talk de Devox la semaine prochaine. Est-ce qu'on est en retard? Non, on n'est pas les plus en retard, je pense, de ce que je vois dans tous les speakers que je connais. Il y a même des gens qui n'ont pas encore commencé leur slide. Voilà.
Si vous m'entendez, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je serais un peu stressé. Donc blague à part, donc voilà, la doc est vraiment bien faite, tout est expliqué pas à pas, avec effectivement comment les pins sont raccordés sur la platine, tout ça. Donc il y a la partie calibration, parce que comme je le disais, il y a tout ce qui est accéléromètre, ça utilise des petits servomoteurs. Donc il montre comment calibrer la petite bête, et ensuite on peut jouer avec, que ce soit directement avec la télécommande qui est fournie, ou plus loin, utiliser une liaison série, notamment par Bluetooth, pour pouvoir le piloter avec un ordinateur ou autre chose. Donc alors, je vais vous montrer ce qui est contenu un petit peu dans le paquet. Donc la petite boîte bleue, alors je vais revenir sur la cam, voilà, la petite boîte bleue qui contient, alors oui, comme tu dis Thierry, tu vas pouvoir en parler dans le calme, et je pense qu'il y a encore des gens qui vont sortir sur très probablement leur carte blanche, leur carte bleue. Voilà, donc ici on a un certain nombre de chips, donc un adaptateur, il y a un adaptateur FTDI, il y a un adaptateur Bluetooth pour pouvoir le piloter à distance, il y a la carte de contrôle donc, qui est basée sur un ATmega 168, le truc assez classique, hein, globalement c'est une sorte d'Arduino Uno, mais revampé avec un accéléromètre directement dessus. Attendez, je vais l'ouvrir. Comme ça, on le verra mieux à l'écran. Voilà. Voilà. Il y a une petite LED, un capteur infrarouge dessus. Voilà. En dessous, vous avez toute la partie connectique. Et au-dessus, c'est fortement intégré. Toute la partie, si la cam veut faire la mise au point, je ne sais pas. Voilà. La cam a fait la mise au point. Voilà, donc c'est une toute petite carte, hein, vous voyez, donc il y a des LED aussi dessus, un accéléromètre, il y a la T-Mega, etc. Et donc un petit connecteur pour connecter le programmateur FTDI, ce qui permet, ils ont fait l'économie dessus d'une liaison directement en USB, d'un port USB, donc on connecte dessus directement en liaison série un programmateur FTDI qui est fourni. Donc qui est fourni là-dedans, voilà. Alors là, c'est la première fois que je les déballe, hein. Je découvre en même temps que vous. J'ai juste regardé la doc un petit peu ce matin, et je m'étais dit, tiens, je vais faire l'unboxing pour vous. Pourtant, je suis pas trop fan des unboxings. Voilà, un petit transceiver. Voilà, ici, hop, de quoi aussi avoir une liaison Wi-Fi, tout ça, tout ça. Voilà, la partie programmateur FTDI. Voilà, qui se plug directement sur la carte, et puis après on se branche par USB, enfin vous connaissez le principe, et puis des headers, je sais pas à quoi ils servent ceux-là, on verra bien. Dans la partie accessoires, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a toutes les parties visserie, évidemment. On a voilà, des ressorts, il y a toute une partie de pièces en plastique pour la structure. Il y a même, regardez, ça c'est pas mal, c'est même fourni avec le petit tournevis qui va bien. Donc là c'est vraiment, comme quoi c'est vraiment dressé pour les noobs qui n'ont même pas de cobricolé chez eux. Et puis les trucs classiques, la petite télécommande qui est fournie avec. Voilà, donc qui permet directement de piloter une petite télécommande infrarouge assez classique comme on trouve dans tous les kits Arduino, hein, souvent. Et voilà, le support de piles. Alors de ce qu'il disait, c'est que c'est pas des piles classiques, mais là j'ai l'impression que c'est quand même une batterie classique. Parce que ce qu'il disait sur le descriptif, c'est qu'on fonctionne avec des batteries 14500 là, des batteries 3 volts. Et là, ce que j'ai l'impression que c'est plutôt un adaptateur pour pile standard. Donc je vous dirais, voilà, normalement il dit c'est ce qui n'est pas inclus, c'est deux batteries 14500 lithium-ion et une pile CR2025 pour la télécommande. Donc je vous dirai si c'est des 14500 qu'il faut mettre ou si c'est juste des piles standards. Et puis voilà, il y a la partie, le transmetteur ultrason très classique HC05, voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, accessoires, électronique, et il y a l'autre partie où on retrouve tous les servomoteurs. Voilà, je perds tout, je fais tout tomber. Voilà. Les servomoteurs qui sont disponibles, voilà, qui sont affixés sur la structure en bois, découpés au laser, que je vais vous montrer de ce pas. Là, c'est très classique, hein, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de kit. Voilà, c'est des petites structures qui sont découpées au laser, qu'on doit détacher et qu'on doit monter avec les petites vis qui vont bien, qui sont fournies.
Donc, en tout cas, en termes de qualité, ça a l'air d'être assez quali. Le bois est assez épais, c'est pas toujours le cas. Donc ça a l'air d'être plutôt bien fait, je dirais, comme kit. Donc je vous montrerai ça dès que j'aurai tout monté. Et puis je ferai une petite démo, ça rejoindra les nombreux autres gadgets Arduino que j'ai. Araignées robotiques et autres joyeusetés dans ce style. Donc un grand merci à ma compagne qui à chaque fois me trouve toujours des petits gadgets comme ça parce qu'elle sait ô combien j'aime faire ce genre de trucs. Donc elle trouve toujours des petites idées. Je ne sais pas sur quel site elle l'a acheté. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais toujours vous dire. C'est peut-être RoboShop ou quelque chose comme ça. Donc je vous dirai sur où est-ce qu'elle l'a trouvé et comme ça vous pourrez aller faire chauffer votre carte bancaire. J'en connais quelques-uns qui ont l'habitude de faire chauffer la carte bancaire, notamment sur le Discord de Calme. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. On a parlé de tout ce que je voulais évoquer avec vous, avec ce petit unboxing là en live. Donc j'espère que ça vous fera envie ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Arduino, peut-être de vous lancer dans l'expérience un jour. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et donc vu qu'il fait beau, n'hésitez pas à aller vous promener, sortir. Faut en profiter, c'est le printemps qui revient, avec toute la pluie qu'on a eue ces derniers temps. Et puis je vais vous souhaiter donc une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, salut!